Au tout début du film, je me suis réveillé dans une petite maison, et j'ai été soigné par une jeune fille. Elle s'est présentée comme Eruru et a dit que c'est elle qui m'avait sauvé et m'avait ramené ici. Cependant, je ne pouvais me souvenir de qui j'étais, ni pourquoi j'avais un masque sur le visage. Le lendemain matin, en me réveillant, j'ai réalisé que, peu importe ce que je faisais, le masque ne pouvait pas être retiré. La mère d'Eruru est ensuite venue me rendre visite et m'a demandé si je me sentais mieux. Elle non plus ne savait pas qui j'étais. Quant à la raison pour laquelle le masque ne pouvait pas être retiré, elle a dit qu'il devait y avoir une explication. Elle m'a conseillé de ne pas trop réfléchir et de me concentrer sur mon rétablissement. Un peu plus tard, Eruru m'a apporté du porridge pour m'aider à récupérer. J'ai remercié sa famille pour leur gentillesse. Puis j'ai remarqué que quelqu'un me regardait en cachette par derrière. La mère d'Eruru m'a apporté les vêtements de son fils pour que je les porte. Lorsque j'ai voulu sortir me promener, elle a dit à Eruru de m'accompagner. Au cas où je m'évanouirais dehors, quelqu'un me ramènerait. Le regard furtif est réapparu, et Eruru m'a présenté cette personne. Était sa sœur cadette, Aruru. Aruru m'a trouvé un peu étrange, car je portais les vêtements de leur père. Leur père était décédé, et leur mère était morte en donnant naissance à Aruru. Je me sentais un peu gêné de porter quelque chose d'aussi important. Mais Aruru ne s'en souciait pas beaucoup. En me promenant, je ne me sentais toujours pas à l'aise d'être porté par Eruru comme ça. Mais elle a dit que les filles de la campagne étaient très fortes, donc je n'avais pas à m'inquiéter. Ensuite, j'ai remarqué une bosse et j'ai trébuché. Mais elle m'a immédiatement poussé et je suis tombé, prouvant qu'elle avait raison sur sa force. Juste après, un homme nommé Teoro est venu me chercher. Teoro réalisa que était l'étranger qui avait été amené au village. C'est un lieu de refuge pour beaucoup de gens, parce qu'il est très paisible. L'endroit est aussi assez petit, et tout le monde y vit heureux ensemble. Actuellement, certaines maisons ont besoin d'être réparées après le récent tremblement de terre. J'ai cru me souvenir de quelque chose pendant un instant, mais je l'ai rapidement mis de côté. Peu de temps après, la femme de Teoro, Sopoku, est venue chercher son mari, pensant qu'il était simplement paresseux au travail. Alors elle lui a murmuré des reproches à l'oreille. Elle remarqua aussi qu'Eruru semblait avoir trouvé quelqu'un qu'elle aimait, mais Eruru insista sur le fait que Sopoku avait mal compris, car elle s'occupait seulement d'une personne malade. Nous avons continué à nous promener dans le village. J'ai admiré le paysage paisible de cet endroit et j'ai trouvé Eruru très décontractée, tout comme Eruru elle-même. En nous reposant sous un arbre, Eruru s'excusa de m'avoir tant fait marcher. Mais comme c'est moi qui voulais me promener dehors, elle n'avait pas besoin de se sentir coupable. Eruru voulait que je réfléchisse encore un peu avant de rentrer. Mais ensuite, elle entendit un brouhaha venant du village. Alors elle me dit de rester là à réfléchir, pendant qu'elle allait voir ce qui se passait. En retournant au village, elle retrouva son vieil ami Nuagi, qui travaillait désormais pour la cour et était venu collecter les impôts. Nuagi avait grandi dans le même village, mais maintenant qu'il avait le pouvoir, il exploitait sans vergogne, exigeait des impôts, et déclarait que tant que le village payerait suffisamment, le gouvernement les protégerait de la guerre. Nuagi aimait Eruru depuis longtemps et voulait l'emmener avec lui, mais elle refusa, disant qu'elle n'avait pas besoin de richesse. Je suis arrivé à ce moment-là, et j'ai dit à Nuagi de s'arrêter, mais Nuagi déclara fièrement qu'il était un parent du seigneur local, et qu'un homme comme moi n'avait pas le droit d'intervenir. Eruru s'est interposé entre nous deux, et a demandé à Nuagi d'épargner mon honneur. Mais lorsqu'il a appris qu'Eruru et moi vivions ensemble, il s'est mis en colère, m'accusant d'être le tiers qui s'immisçait entre lui et Eruru. Quand Eruru a expliqué la situation, Nuagi s'est d'abord calmé, mais je l'ai encore plus taquiné, ce qui a fait perdre patience à Nuagi, et il a commencé à causer des problèmes. Cependant, je ne suis pas du genre à me laisser faire. Furieux, Nuagi est parti. Cet après-midi-là, en rentrant chez moi, Eruru m'a dit que Nuagi était pas toujours comme ça, mais j'ai dit que quand les gens sont jeunes, ils n'apprennent pas la cupidité. Quant à Nuagi, en rentrant, il a lancé sa colère sur une statue proche. Les oiseaux autour se sont soudainement envolés, et sa bête de compagnie a été effrayée par un son étrange et effrayant, puis s'est enfuie. À ce moment, la vieille femme d'Eruru a également entendu le son provenant de la forêt et a appelé tout le village à se rassembler. Elle soupçonnait que quelqu'un avait profané la forêt et renversé la statue. Les villageois m'ont regardé, mais Eruru m'a défendu car elle était à mes côtés toute la journée. Quand Aruru s'est réveillé, Eruru a dû ramener sa sœur dans sa chambre pour que les autres puissent continuer à discuter. J'ai compris pourquoi j'ai été soupçonné. J'ai ensuite demandé au chef du village à propos de l'esprit de la forêt, et elle a expliqué que était une bête sacrée, qui protégeait la forêt de la punition divine. Ils avaient le devoir de faire quelque chose pour apaiser la colère de la bête, sinon ils ne pourraient plus entrer dans la forêt. Certains ont suggéré de capturer la bête, mais le chef du village a dit qu'elle était extrêmement forte et intelligente, et que l'affronter n'apporterait que des pertes. Un villageois est ensuite revenu annoncer que la statue avait effectivement été renversée. Il ne pouvait pas la reconstruire maintenant car il pleuvait très fort. J'avais l'impression que les dieux ne se mettraient pas en colère pour une chose aussi insignifiante, bien que je ne savais pas pourquoi je ressentais cela. Cependant, le chef du village a dit à tout le monde de rester à l'intérieur la nuit et d'éviter de sortir. Quand je suis retourné dans la chambre, Eruru m'a changé mon pansement.
J'ai soudainement eu mal à la tête et j'ai eu des bribes de souvenirs étranges. Mais Eruru m'a dit de rester calme, car mes souvenirs reviendraient bientôt. Le lendemain matin, je suis allé voir état de la statue avec la grand-mère d'Eruru, et un groupe d'hommes du village. En effet, la statue avait été complètement détruite, et leur seul choix était d'en construire une nouvelle. Certaines personnes ont commencé à avoir peur et à vouloir partir, car peu de temps auparavant, un village voisin avait été attaqué par une créature féroce. Le chef du village a dit que la bête était active que la nuit, donc il pouvait reconstruire en toute sécurité pendant la journée, mais il devait aussi éviter de faire trop de bruit pour ne pas la réveiller. Ensuite, ils ont reconstruit une nouvelle statue et espéraient qu'elle apaiserait la colère de la bête, au moins un peu. Alors qu'ils se préparaient à partir, j'ai remarqué quelques renards à proximité. Quand nous sommes retournés au village, il faisait presque nuit. Le chef du village a conseillé aux hommes de rentrer chez eux tôt auprès de leurs femmes et enfants. Teoro m'a aussi demandé de veiller sur la famille d'Eruru. Puis ils ont remarqué qu'Aruru était aussi dans les parages et semblait ne pas m'apprécier. Teoro m'a dit de ne pas trop m'en soucier. Soudain, un son venu de la forêt retentit à nouveau. Tout le monde est alors rentré chez soi et a barricadé la porte. Cependant, pendant la nuit, la bête de la forêt est venue à leur rencontre. J'ai entendu des cris dehors, et j'ai voulu faire quelque chose. Mais le chef du village a dit que si je sortais maintenant, cela ne ferait qu'entraîner plus de victimes, car les humains ne pouvaient pas s'opposer à une bête aussi puissante. Il y a très longtemps, la sœur aînée du chef du village était sacrifiée pour apaiser la bête pendant un long moment. Mais à ce moment-là, l'extérieur est soudainement devenu silencieux, me poussant à aller voir ce qui se passait. Je suis sorti et j'ai vu la bête attaquer la maison d'un villageois et manger quelqu'un à l'intérieur. Il s'est précipité vers moi, me forçant à saisir un outil à proximité pour me défendre. Mais son corps était trop rigide pour être transpercé. Il m'a ensuite attaqué et m'a jeté au loin. Eruru s'est précipité pour me protéger, mais à ce moment-là, la créature s'est arrêtée, et, alors que la pluie commençait à tomber, elle s'est enfuie. De retour au village, tout le village était en deuil de la perte d'une famille. Cependant, je leur ai dit que j'avais trouvé un moyen de me défendre. J'ai trouvé un peu de fourrure de la créature près de la statue, et je l'ai mise dans l'eau. Et au contact de l'eau, la fourrure s'est affaiblie. Par conséquent, l'eau est certainement le point faible de la créature. Je voulais me battre contre elle au lieu d'endurer plus longtemps. Mais les villageois étaient toujours terrifiés. Par conséquent, j'ai décidé que je serais l'appât pour attirer la créature afin qu'ils puissent la piéger. Les villageois se sont ensuite dispersés, mais Eruru s'inquiétait de ma décision d'être l'appât. J'ai dit que J était une étrangère, donc personne ne s'en soucierait si je mourrais. Mais Aruru a dit qu'elle me considérait comme sa famille et ne voulait pas que je sois blessé. Entendant cela, j'ai promis de revenir car je la considérais aussi comme ma famille. Le lendemain matin, j'ai discuté de mon plan avec tout le village. Je voulais qu'ils suivent mon plan, et je les ai assurés que je trouverais un moyen de même échapper. Bien qu'ils savaient que tuer le dieu de la forêt les maudirait, je croyais que personne ne voulait continuer à vivre dans la peur et être un jour la nourriture de cette créature. Ensuite, ils sont allés dans la forêt et ont construit un piège pour attirer la créature. Teoro et moi sommes allés ensemble dans la tanière de la créature, l'avons attirée dehors et l'avons menée vers le piège où de nombreux villageois attendaient. Sur le chemin, la créature m'a attaqué, mais je l'ai bloqué avec un éventail en fer que le chef du village m'avait donné. Ensuite, nous sommes arrivés au piège et avons attendu le moment où la créature sautait, puis nous avons tiré sur la corde pour faire tomber le piège, piégeant la créature dans l'eau. Quand il a tenté de grimper, nous nous sommes tous jetés sur lui et l'avons poignardé à plusieurs reprises. Finalement, j'ai porté le coup de grâce, tuant cette créature. Le groupe est ensuite retourné au village en toute sécurité, et tout le monde était ravi de ne plus vivre dans la peur. J'ai rendu le ventilateur au chef du village, mais elle a décidé de me le rendre. Cependant, à ce moment-là, Eruru a remarqué que sa sœur avait disparu. Tout le village a cherché Aruru et l'a finalement trouvé de retour de la forêt, portant un bébé tigre. Les villageois craignaient que lorsqu'il grandirait, il ne devienne aussi féroce que sa mère. Mais je ne voulais plus de meurtre, et je croyais qu'à la naissance, toutes les créatures étaient pures. Ils ont décidé d'élever le bébé tigre, et cette nuit-là, tout le village a organisé une fête pour dire adieu à la tigresse mère. Le chef du village me considère maintenant comme faisant partie de la famille et m'a donné un nom, Akuoro. Eruru a reconnu que était le nom de son père. Aruru est maintenant plus ouverte et ne fuit plus Akuoro. Après avoir vécu un certain temps dans le village, Akuoro a appris à Teoro et aux villageois à purifier la terre des malheurs. Soudain, ils ont été convoqués au siège du village, car quelqu'un d'un autre village venait demander l'asile. Le chef du village s'est montré compatissant et les a acceptés. Bien que les réserves de nourriture du village ne soient pas suffisantes pour nourrir autant de personnes, elle pensait que la guerre approchait et qu'ils auraient besoin d'unité pour survivre. Cette nuit-là, Eruru a dit à Akuoro que sa tante avait été enlevée par des hommes. Il est immédiatement parti à sa recherche, demandant à Aruru de rester à la maison pour s'occuper d'Eruru. En suivant les traces, j'ai été attaqué par un assaillant par derrière, mais je me suis rapidement échappé et j'ai réalisé que J était encerclé. Au moment où les deux parties se préparaient au combat, le chef du village est apparu pour les arrêter. Le jeune homme s'est présenté comme Oboro. Et alors que Akuoro expliquait pourquoi il les avait suivis,
Le chef du village a révélé qu'elle rendait souvent visite à une fille malade et ne voulait pas déranger Eruru. Ainsi, elle a gardé le secret. Ensuite, elle a invité Hakuoro à l'accompagner et ils sont allés ensemble suivre Oboro jusqu'à un camp. Oboro avait encore des doutes sur Hakuoro, mais le chef du village a parlé en sa faveur. Ensuite, ils rencontrèrent Yuzuha, une jeune fille malade qui ne pouvait pas voir, mais dont les autres sens étaient très développés. Elle savait qu'Oboro était de retour, reconnaissait la visite du chef du village, et sentait Hakuoro qui le suivait. Après avoir examiné Yuzuha, le chef du village a constaté qu'elle n'avait qu'une légère fièvre et a demandé à Oboro de sortir pour laisser Hakuoro et Yuzuha avoir une conversation. Yuzuha voulait entendre l'histoire de Hakuoro, mais malheureusement, en raison de son amnésie, il ne pouvait pas lui raconter grand-chose. Ils ont bavardé joyeusement pendant un moment jusqu'à ce qu'Oboro dise à Yuzuha d'aller se coucher, puis Hakuoro et le chef du village sont partis. Quand ils sont rentrés chez eux, il faisait déjà clair. Le chef du village a expliqué à Eruru pourquoi elle était sortie tard dans la nuit, et Eruru a été rassuré de savoir que Hakuoro était avec sa mère. Ce jour-là, le village a reçu à la surprise générale une grande quantité de nourriture, ce qui leur a permis de survivre un peu plus longtemps. Et une nuit pluvieuse, peu de temps après, les hommes d'Oboro sont arrivés, demandant en urgence la présence du chef du village. Hakuoro l'a accompagné, et à leur arrivée, ils ont trouvé Yuzuha dans un état critique. Après l'avoir examiné, le chef du village a réalisé que la Riala Concriti, l'état de Yuzuha était très grave et a immédiatement demandé du matériel pour broyer des médicaments. Elle a utilisé une partie de son médicament précieux mélangé à des herbes pour que Yuzuha le boive, ce qui l'a stabilisé temporairement. Cependant, le chef du village a averti que cet état se reproduirait plusieurs fois jusqu'à la mort de Yuzuha et que le médicament rare de sa mère ne suffirait qu'à aider Yuzuha quelques fois de plus. Oboro était affligé, ne comprenant pas pourquoi le ciel était si cruel envers sa sœur. Peu de temps après, il s'est secrètement faufilé dans le camp militaire pour voler des fournitures. Mais il a rapidement été découvert. Bien qu'il ait échappé aux soldats, il a été repéré par un commandant. Déterminé, Oboro cherche à peine un combat. Cependant, le commandant a remarqué qu'Oboro ne semblait jamais avoir perdu une bataille auparavant. Gardant un air téméraire et arrogant, le commandant a permis à Oboro d'attaquer, puis l'a abattu d'un seul coup. Oboro voulait que le commandant l'achève, mais l'homme a refusé, disant que la vie d'Oboro n'avait aucune importance pour lui. Le commandant est ensuite parti, et le lendemain matin, Aruru et Hakuoro ont trouvé Oboro inconscient dans la forêt. Après avoir pansé ses blessures, Oboro a dit qu'il avait une dette envers Hakuoro et qu'il la rembourserait un jour. Hakuoro ne voulait aucune compensation. Il voulait seulement qu'Oboro revienne auprès de Yuzuha. Oboro a dit qu'il était redevable à Hakuoro, car il craignait que ses actions téméraires n'entraînent Hakuoro dans des ennuis. Effectivement, peu de temps après, l'armée est arrivée au village avec Nuagi. Il a annoncé que la nuit précédente, quelqu'un avait pénétré dans l'entrepôt des trésors de la cour et qu'il soupçonnait le village de cacher le voleur. Le chef du village est sorti, les accusant d'être allés trop loin. Le fonctionnaire devait aussi au chef du village une faveur pour l'avoir guéri une fois, mais il a déclaré que la gentillesse de la femme ne pouvait pas l'emporter sur le crime d'effraction. Aruru a ensuite lancé une pierre sur Nuvagi et le jeune tigre a mordu la jambe de l'homme, le faisant paniquer et tomber le fonctionnaire. Les soldats ont tenté d'attaquer Aruru, mais le chef du village est intervenu pour les arrêter et a été abattu d'un coup de épée. Les villageois, furieux, ont forcé le fonctionnaire et ses soldats à battre en retraite. Les villageois se sont ensuite rassemblés chez le chef du village, priant pour sa guérison. Teoro et sa femme ont encouragé tout le monde à rentrer chez soi et à laisser la femme se reposer. Mais le chef du village savait que son temps était compté. Elle a échangé ses dernières paroles avec ses deux petits-enfants, leur disant de vivre en harmonie et de s'aimer, car ils n'avaient plus que l'un l'autre, un frère et une sœur. Ensuite, elle a appelé Hakuoro, lui confiant la garde de ses deux petits-enfants. Elle a dit qu'elle avait vécu assez longtemps et qu'elle était prête pour le prochain voyage, sans regret ni attachement à cette vie. Puis, la femme soupira. Hakuoro a ensuite annoncé à Oboro la mort de sa femme. Étourdi par la colère et la tristesse, Oboro se blâma pour la mort de sa femme, mais refusa de pardonner à son meurtrier. Il demanda à Hakuoro de prendre soin de ses frères et sœurs, puis s'en alla seul. Oboro se précipita dans le palais impérial, frappa le garde à la porte principale avant d'être submergé à l'apparition de l'officiel accompagné d'un groupe d'archers. Il fut maîtrisé et capturé sur le champ. Pendant ce temps, de retour au village, tout le monde se rassembla, et Teoro annonça que le chef du village avait confié toutes ses responsabilités à Hakuoro, faisant de lui le nouveau chef. Les frères et sœurs d'Oboro demandèrent sa libération, disant que puisque le chef du village les avait sauvés, ils ne pouvaient pas rester sans rien faire. Hakuoro réalisa que tout le monde comprenait les risques, mais choisit de les suivre. Il leur ordonna de équipés d'outils agricoles et d'attaquer ensemble le palais impérial. En tant que nouveau chef, Hakuoro mena personnellement l'attaque pour remonter le moral. Le commandant s'approcha d'Oboro et lui dit qu'il lui avait laissé la vie sauve seulement pour qu'Oboro revienne et la jette. Il parla à Oboro de la bataille qui se déroulait dehors, se moquant du fait que leur petit groupe serait bientôt écrasé. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il ne vivait pas paisiblement,
Oboro répondit que vivre ainsi ne s'y était pas vraiment vivre. Cela les rendrait indignes de faire face à leurs proches. Attiré par la foi d'Oboro, le commandant décida de voir comment ses paroles se dérouleraient. Laissant une épée, coupant une des cordes d'Oboro et le libérant avant de partir avec ses hommes. Avec le retour d'Oboro, les forces de Hakuoro se redressèrent à nouveau et se battirent jusqu'à la chambre de l'officiel. Acculé, l'officiel n'avait plus nulle part où fuir, et Nuwagri fut choqué d'apprendre que le chef du village était mort. Il s'enfuit en panique pendant que les soldats chargeaient pour être balayés en un instant. Hakuoro montait et interroge le vétéran. Il évalue ensuite les dégâts et se demande si ce qu'ils ont fait en valait vraiment la peine. Il demande ensuite à Oboro s'il ne ressent pas une envie de le frapper, car ce sont les actions téméraires d'Oboro qui les ont mis sur cette voie. Bientôt, l'armée régulière arrivera pour les anéantir. Hakuoro se blâme aussi en partie pour avoir laissé les choses lui échapper. Il rencontre ensuite Eruru et s'agenouille devant elle, mais seulement pour méditer et réfléchir davantage à des stratégies à long terme. Pendant ce temps, le commandant retourne voir le seigneur et lui fait rapport de la révolte des villageois. Le seigneur ordonne immédiatement de mener l'armée pour réprimer la rébellion afin de venger son frère, que Hakuoro avait tué précédemment. Le commandant n'avait pas d'autre choix que d'obéir. Pendant ce temps, Hakuoro a demandé aux villageois de construire des murs défensifs pour se préparer à la bataille imminente. Aruru et Eruru sont venus aider. Mais pendant une pause, Hakuoro dit aux deux sœurs qu'elles devraient bientôt rentrer, car cet endroit deviendrait bientôt un champ de bataille sanglant. Cependant, Eruru avait compris cela. Par conséquent, les deux sœurs ont insisté pour rester. Hakuoro craint que le chef du village ne soit trop déçu. Mais en réalité, si les deux sœurs partent, le personnel de soutien sera insuffisant. Peu de temps après, de manière inattendue, le groupe d'Oboro est arrivé au village pour chercher refuge. Oboro dit que Hakuoro lui a sauvé la vie, donc il est prêt à mettre cette vie à la disposition de Hakuoro à sa guise. Mais Hakuoro ne voulait pas d'un homme téméraire. Ainsi, Oboro accepte officiellement Hakuoro comme son frère, et jure de le servir de toutes ses forces à partir de ce moment-là. Cette nuit-là, Aruru et Eruru sont allés chez Yuzuha, pour s'occuper d'elle à la place du chef du village. Au même moment, Oboro dit à Hakuoro que la raison pour laquelle ils sont tous venus est la décision de Yuzuha. Elle a résolu de venir aider par tous les moyens. C'est la première fois que Yuzuha fait un choix égoïste pour elle-même, et elle s'attendait à devenir folle si elle devenait un fardeau. Mais Hakuoro ne ferait jamais une telle chose. À ce moment-là, il écrivait des lettres aux villages voisins pour demander de l'aide pour la rébellion. Il ne se souciait pas du nombre. Il avait juste besoin de quelques partisans. Quelques jours plus tard, les villageois ont commencé à s'entraîner au combat et à manier des armes comme des soldats. Une nuit, alors qu'il se promenait avec Eruru, Hakuoro remarqua Aruru se faufiler près du garde-manger. La jeune fille ne laissa personne entrer. Et quand Hakuoro regarda, il fut choqué. Le tigre avait grandi trop vite et avait mangé une énorme quantité de nourriture. Mais il a laissé passer car le tigre semblait tenir Aruru en grande estime et il ne voulait pas le contrarier et risquer des conséquences dangereuses. Le lendemain, Hakuoro partit chercher le soutien des autres villages. Il a emmené Oboro et ses deux sœurs avec lui. Lorsqu'ils se sont approchés d'un nouveau village, les 4 personnes ont vu de la fumée élevée devant eux. Ils sont allés enquêter et ont constaté que le village avait été détruit et complètement incendié. Les habitants semblaient tous morts. Immédiatement après, les forces du commandant sont apparues. Il s'est présenté comme Benawi et a admis avoir détruit le village. Benawi a dit que les actions de Hakuoro mèneraient à la destruction et que était son premier avertissement. Les deux parties se sont ensuite affrontées. Oboro a combattu les subordonnés de Benawi, tandis que les deux jeunes filles ont été emmenées pour qu'Hakuoro puisse affronter Benawi. Mais le groupe de Hakuoro a rapidement été submergé en nombre. C'est alors qu'Aruru et le tigre sont arrivés pour briser l'encerclement. L'ennemi connaissait la puissance du dieu de la forêt. Par conséquent, Benawi s'est retiré intentionnellement après avoir posé 2 questions à Hakuoro. La première était de savoir si Hakuoro croyait vraiment que ses actions étaient justes. Hakuoro a répondu que s'il y avait des démons, Dax était là qu'il appartenait. La deuxième question, était que pour demander le nom de Hakuoro. Lorsque Benawi est parti, Hakuoro a réalisé que le village détruit n'avait pas été causé par Benawi, et leur confrontation était un test plutôt qu'une guerre sérieuse. Cependant, la destruction de ce village sera un avertissement pour les autres, les incitant à rejoindre Hakuoro dans sa quête d'espoir pour l'avenir. La raison pour laquelle Hakuoro ne se considère pas comme le juste est que sa rébellion a commencé par la mort d'un être cher. S'il avait enduré et n'avait pas réagi, rien de tout cela ne serait arrivé. Oboro lui dit de ne plus jamais douter de ses idéaux. Hakuoro remercie le tigre et Aruru d'être venu les sauver. Mais la prochaine fois, il veut qu'Aruru reste à la maison. Pendant ce temps, Benawi retourna rapporter au seigneur et apprit que le village qu'il venait de visiter avait été ordonné détruit par le seigneur comme un avertissement aux rebelles, et que celui qui avait personnellement exécuté le massacre était Nuwa. En raison de son échec, Benawi fut démis de ses fonctions, et Nuwa fut nommé à sa place. Quelques jours plus tard, Nuwa rendit visite à l'hôte de Benawi, Kuru, pensant qu'une personne aussi talentueuse que Kuru appartenait au champ de bataille, et non à la garde ici. Nuwa lui promit un environnement meilleur,
mais Kourou dit qu'il ne servirait et ne suivrait que Benawi. À ce moment-là, Benawi se demandait ce que faisait Hakuoro. Après cela, il a dit à Kourou de préparer le matériel afin qu'il puisse partir en mission bientôt. Quant à Hakuoro, ces derniers jours, le nombre de personnes qui l'ont rejoint a beaucoup augmenté. Ils n'avaient qu'une seule condition, ils doivent obéir strictement à ses ordres. Et bien sûr, ils étaient tous d'accord. Ce jour-là, les villageois ont apporté un homme suspect qu'Eruru avait attrapé en escaladant le mur. Oboro pense que c'est un espion, mais cet homme affirme qu'il n'est qu'un marchand venant vendre à un client régulier. Il dit qu'il fait toujours des affaires dans la capitale, mais que la garde a changé aujourd'hui. Hakuoro lui dit qu'ils viennent de prendre possession de cet endroit. Oboro le trouve toujours suspect et veut le tuer immédiatement. Mais l'homme dit que s'il ne le croit pas en tant que marchand, ils peuvent le fouiller librement. Hakuoro voulait alors voir ce qu'il vendait. Ainsi, le marchand a étalé ses marchandises. Parmi elles se trouvaient de nombreuses herbes qu'Eruru reconnaissait très bien. Outre des herbes médicinales, il a également apporté des jouets et des bijoux. Hakuoro lui dit que cet endroit deviendrait bientôt un champ de bataille. Mais le marchand n'y croyait pas, car tout autour semblait encore paisible. Hakuoro demanda ensuite à Haruru de préparer un peu de nourriture pour recevoir l'invité. En accompagnant le marchand à l'extérieur, l'homme lui fit remarquer que Hakuoro était encore trop naïf. S'il était vraiment un espion, Hakuoro serait déjà mort. Mais quand Eruru vint le recevoir, le marchand n'eut pas d'autre choix que de partir. Pendant ce temps, Benawi était vu confier la tâche de capturer et de garder un point stratégique. À ce moment-là, ils entendirent qu'il y avait un intrus, alors ils se séparèrent pour le poursuivre. Benawi et Kourou attrapèrent l'intrus, mais il s'est avéré que était une personne innocente qui essayait de fuir la guerre, alors ils l'ont laissé partir. Benawi rencontra ensuite le marchand pour acheter les informations que ce dernier venait d'obtenir. De son côté, Hakuoro a déterminé que la ville que Benawi venait de capturer était un endroit important pour recruter plus de personnes. À ce moment-là, le sinistré vint demander de l'aide à Hakuoro. Sachant que la ville avait été capturée, Hakuoro décida de la reprendre et partit le lendemain matin. Après une journée de campagne, Hakuoro ordonna à toutes les troupes de tendre une embuscade à l'extérieur de la ville. Voyant que les soldats étaient fatigués, il donna le signal d'attaquer et mena lui-même la charge. Ses troupes ont brisé les murs, mais Benawi a rapidement organisé une contre-attaque. Oboro a mené une unité pour se précipiter à l'intérieur et a créé une brèche pour elle, équipe de démolition. Ils ont réussi à entrer dans la ville et Hakuoro a rencontré Benawi par surprise. Oboro se précipita pour combattre Kourou, tandis que Benawi se dirigeait vers Hakuoro pour un combat direct. Hakuoro réalisa bientôt que ses troupes étaient repoussées et qu'il fut lui-même renversé au sol. Mais à ce moment crucial, les deux sœurs d'Oboro arrivèrent avec des troupes de renfort d'une direction différente. Encerclés, Benawi ordonna à ses soldats d'abandonner la forteresse et de battre en retraite en ordre. Hakuoro divise alors ses troupes en deux fronts pour attaquer simultanément. Hakuoro est félicité pour cette stratégie, bien que ce soit un mouvement risqué. Si les renforts N n'étaient pas arrivés à temps, ils auraient été anéantis. Hakuoro est le genre de personne qui ne se bat jamais à moins être sûr de sa victoire. Quand ils reviennent victorieux, tout le monde se réjouit, sauf Eruru et Haruru qui sont un peu tristes. Car Hakuoro appartient maintenant à tout le monde, pas seulement à eux deux. À ce moment-là, Benawi est réprimandé par le seigneur pour sa défaite. Alors que Nuwagi revient après avoir détruit un autre village, Benawi n'est pas satisfait que Nuwagi attaque sans rapport avec la rébellion. Le seigneur déclare qu'ils doivent éliminer toutes les menaces potentielles qui pourraient aider la rébellion à se développer. Mais ce mépris pour les roturiers met Benawi en colère. Il décide de cesser de servir le seigneur uniquement pour être jeté en prison. Par la suite, Hakuoro mène continuellement ses troupes au combat et remporte des victoires dans toutes les régions de l'Est autour de leur base. Bien qu'ils aient gagné plus d'alliés, Oboro n'est pas satisfait, car ces nouveaux alliés ne sont que des opportunistes qui suivent le détenteur du pouvoir, d'abord le seigneur, puis eux. Cependant, Teoro s'en fiche, disant qu'avoir plus de troupes, c'est déjà bien. Ce soir-là, Eruru voit que Hakuoro est toujours éveillé et lui demande un service. Passer un peu de temps avec Yuzua. Hakuoro rencontre ensuite Yuzua, et ils parlent tout en écoutant les sons du ciel nocturne. Oboro arrive soudainement pour annoncer qu'un incident s'est produit. Nuwagi mène à nouveau ses troupes pour attaquer un autre village. Il ordonne à ses soldats de tuer tous les survivants pour empêcher toute vengeance future. Bien que les soldats hésitent, juste au moment où ils s'apprêtent à frapper, les troupes de Hakuoro arrivent pour les arrêter. Il réprima rapidement les troupes de Nuwagi, le forçant à battre en retraite. Peu de temps après, une autre troupe de soldats organisée par Hakuoro surgit par derrière, encerclant les forces de Nuwagi. Ces hommes prirent la fuite, l'abandonnant derrière eux. Il fut rapidement capturé par les villageois et amené en ville pour être jugé. Ensuite, Eruru vint voir Hakuoro et revoit Nuwagi. Tout le monde décida de laisser Eruru décider du sort de Nuwagi s'il devait être exécuté ou emprisonné, mais elle choisit de le libérer. Personne ne put s'y opposer, alors ils suivirent sa décision et le laissèrent partir. Après cela, l'armée de Hakuoro continua son offensive systématique, balayant progressivement toutes les forces du seigneur. Finalement, ils encerclèrent la capitale, où la bataille finale aurait lieu. Le jour de l'assaut, toute l'armée se rassembla autour de la capitale du seigneur.
Lorsque le seigneur apprit l'arrivée de l'ennemi, il resta calme, disant qu'il fallait laisser Nuvagi s'en occuper. Cependant, comme Nuvagi avait disparu depuis plusieurs jours, il n'avait pas d'autre choix que de laisser ses soldats s'en occuper. L'armée fut déployée à la hâte dans toute la ville, et le système de défense mal organisé fut rapidement déjoué par Hakuoro, qui avait préparé une stratégie pour y faire face. Ensuite, il ordonna à l'avant-garde de charger et d'ouvrir la voie. L'armée avança, franchissant le fossé et érigeant des échelles pour escalader les remparts. Peu de temps après, une autre troupe arriva pour détruire la porte. Lorsque la porte s'ouvrit, Hakuoro ordonna à toute l'armée d'entrer. Ses forces commencèrent à submerger et à prendre l'avantage sur l'armée ennemie. Dans la confusion, Kuru saisit l'occasion pour secourir Benawi. Cependant, au lieu de fuir, Benawi décida de livrer cette bataille en tant que commandant. Quand Hakuoro et Oboro chargèrent, ils rencontrèrent Benawi et Kuru. Oboro chargea, mais Benawi intercepta son attaque et remarqua à quel point Oboro avait progressé. Alors que l'armée ennemie commençait à arriver, Oboro s'éloigna pour s'en occuper. Benawi et Hakuoro ont ensuite cessé le feu brièvement avant que l'armée de Hakuoro n'avance plus profondément dans la ville. Kuru est alors intervenu pour aider Benawi, lui permettant de échapper. Benawi s'est précipité à la salle du seigneur et l'a informé qu'il avait perdu la bataille. Après un moment de panique, le seigneur a demandé à Benawi de l'aider à échapper. Mais Benawi a dit que seuls ceux qui peuvent voler peuvent échapper maintenant. Si le seigneur ne veut pas être traité par son peuple, Benawi est prêt à le précéder immédiatement. Pendant ce temps, Oboro s'est rapidement précipité et s'est battu pour Hakuoro. À ce moment-là, Benawi a décidé de prendre la vie du seigneur. Sans un mot, il a baissé la tête. Quand Hakuoro est arrivé, le seigneur était mort. Benawi a dit à Hakuoro de prendre soin du pays à partir de maintenant et a exprimé son désir de mourir avec le seigneur. Cependant, Hakuoro l'en a empêché, disant que comme le pays avait changé de main, la tâche de Benawi n'était pas terminée. Benawi est ensuite sorti avec Hakuoro et a annoncé que le seigneur était mort. Sans plus de raison de se battre, les soldats restants ont baissé leurs armes. Ainsi, les deux parties ont fait la paix, se sont assises ensemble pour réfléchir et ont partagé un repas. Benawi a également commencé à avoir une vision plus bienveillante de Hakuoro. Pendant ce temps, au temple, ils ont reçu la nouvelle qu'un autre pays avait été vaincu et renversé. Lorsque le prêtre a entendu le nom du nouveau pays, il a été très surpris, car était le nom de la femme qui dirigeait autrefois le village. À ce moment-là, la sainte femme est venue pour informer le prêtre qu'elle se rendrait elle-même dans ce nouveau pays. Le prêtre craignait que le pays ne soit encore instable après la guerre. Mais comme la sainte femme avait pris sa décision, il n'avait d'autre choix que d'accepter. Quelques jours plus tard, Hakuoro et ses hommes ont décidé de rester dans la capitale, alors que Teoro et les villageois choisissent de retourner dans leur patrie, croyant que là où ils sont nés sera aussi là où ils mourront. Quelques jours plus tard, Hakuoro commence à encourager la reconstruction de la capitale. Les tribus voisines arrivent bientôt pour exprimer leur respect à son égard. Peu de temps après, Haruru découvre l'apparition d'un émissaire. Selon Benawi, il s'agit d'un émissaire d'une tribu de haut rang, un groupe de taille comparable à celle d'une église, qui cherche à établir des relations avec chaque nation. Bien qu'ils interviennent rarement dans les guerres, ils interviendront si nécessaire. La grande prêtresse et ses suivantes viennent ensuite rencontrer Hakuoro. La grande prêtresse se présente comme Ulturi, et l'homme à ses côtés est Munto. Alors qu'ils se rendent dans la chambre privée de Hakuoro pour discuter davantage, Eruru apporte du thé pour servir les invités. Munto pense d'abord qu'il s'agit d'une sorte de thé ordinaire de mauvaise qualité, et pense que Hakuoro manque de respect. Mais après avoir goûté et trouvé le thé délicieux, il retire immédiatement ses paroles. Ulturi demande à Hakuoro de la guider personnellement à travers la ville en cours de reconstruction. Bien que Hakuoro soit disposé, Benawi insiste sur le fait qu'il devrait rester au manoir pour régler les affaires administratives, donc Eruru sera leur guide. Ulturi remarque que cette terre vient d'échapper à la domination, et que les gens peuvent enfin vivre en paix et reconstruire leur vie. Peu de temps après, quelques enfants passent et jettent des coussins de la manche de Munto avant de s'enfuir. Pendant ce temps, Hakuoro est toujours enterré sous une pile de paperasse. Ce soir-là, Ulturi se rend dans la chambre d'Eruru, et, réalisant qu'Eruru est une guérisseuse, elle partage qu'elle a aussi voulu étudier la médecine pour sauver des gens. Cependant, en réalisant ses responsabilités, elle a été obligée d'abandonner ce rêve. Eruru, d'autre part, explique qu'elle n'est pas devenue une guérisseuse simplement pour sauver les autres. Sa grand-mère était une guérisseuse aimée, et Eruru veut être comme elle. À ce moment-là, Hakuoro se rendit au bord du lac pour respirer l'air frais, où il vit une fille aux ailes d'ange jouer sur l'eau. Quand il détourna le regard un instant, elle disparut soudainement. De retour dans sa chambre, Hakuoro découvrit que Sei était la même fille qui dormait sur son lit. Sursautant et le voyant, elle utilisa un sortilège d'invisibilité pour se cacher. Mais comme le sortilège ne dura que peu de temps, elle fut de nouveau découverte. En fuyant, elle heurta le tigre d'Haruru et, effrayée, courut se réfugier dans une corbeille. Le tigre s'approcha et renversa la corbeille, mais Haruru arriva, rappela son tigre et dit aussi qu'elle voulait dormir avec Hakuoro.
Ulturi apparut et trouva la fille aux ailes d'ange, qui s'avéra être sa sœur, Kamyu. Craignant que sa sœur n'ait causé des ennuis, Ulturi proposa de prendre la responsabilité, mais Hakuoro-en n'était pas du tout en colère et invita même Kamyu à rester comme invité. Le lendemain, la charge de travail de Hakuoro-s était encore accrue. Oboro et Kuru arrivèrent pour discuter de la façon dont l'armée devrait être organisée, tandis que Kamyu partit à la recherche d'Aruru, espérant devenir ami avec elle. Cependant, Aruru continuait de fuir Kamyu. Malgré cela, Kamyu refusa d'abandonner et continua à la suivre. Elle essaya d'avoir une attitude et un comportement amicaux. Mais Aruru continua à éviter. Lorsque Kamyu retrouva Hakuoro, elle lui demanda comment devenir amie avec Aruru, il lui donna des conseils, et lui demanda de ne dire à personne qu'il était parti se détendre. Pendant ce temps, Benawi retourna au bureau et découvrit que Hakuoro-s était éclipsé. Kamyu apporta ensuite de la cire d'abeille et du miel en cadeau à Aruru. Aruru voulut que Kamyu mange avec elle. Bien que Kamyu fût d'abord inquiète, après avoir goûté sa saveur délicieuse, elle réussit finalement à devenir amie avec Aruru et Yuzua. À peu près à la même époque, Benawi rencontra Oboro et lui demanda des nouvelles de Hakuoro. Mais Oboro n'en savait rien. À ce moment-là, Munto sortit de sa cachette. Il a été ligoté par Kamyu. Il a demandé s'ils avaient vu sa princesse, mais Benawi a remarqué Kamyu, Aruru et Yuzua jouer dehors avec le tigre. Ils ont passé une journée agréable à jouer ensemble avant de retourner dormir dans la même chambre cette nuit-là. Ulturi est venue voir Aruru et lui a dit qu'elle connaissait la grand-mère d'Aruru. Sa grand-mère est une figure légendaire. Quelqu'un que aucun médecin dans ce domaine ne méconnaît. Bien que la mort soit censée ramener toutes les créatures aux dieux, elle reste une affaire triste. Aruru se sentait triste en parlant de sa grand-mère, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se laisser engloutir par cette tristesse. Car sa grand-mère ne voudrait certainement pas qu'elle fasse cela. Le lendemain, alors que Hakuoro allait donner à manger au tigre, il a trouvé les 3 filles endormies sur son dos. Il espérait que ces jours paisibles pourraient durer éternellement. Après quelques jours, Ulturi et sa délégation sont partis, satisfaits que la vie dans cette terre ait changé pour le mieux. Kamyu ne voulait pas partir, mais a promis qu'elle reviendrait bientôt rendre visite à Aruru et Yuzua. Dans les jours suivants, une autre délégation est venue voir Hakuoro. Contrairement aux aimables envoyés de l'aile, Église, ceux-ci apportaient un décret du seigneur de Shikereshim, le roi Niwei, exigeant la terre que Hakuoro avait conquise pour être placée sous leur règne. Leur intention était clairement d'annexer le territoire, ce qui a immédiatement incité Oboro à prendre son arme. Mais Hakuoro l'a arrêté. Gardant son calme et sa diplomatie, il a exprimé sa volonté de se soumettre tout en invitant les envoyés à rester quelques jours pour qu'il et son conseil puissent discuter de la question. Quelques jours plus tard, ils ont raccompagné la délégation de Shikereshim hors de la capitale. Oboro était furieux de leur arrogance, mais Benawi a expliqué que Shikereshim était une nation puissante et que son armée et son territoire étaient au moins 10 fois plus grands que les leurs. Cependant, Hakuoro n'a pas tardé. Il a ordonné à Benawi de commencer à fortifier le système de défense frontalier. Lorsque la délégation est revenue et a rapporté à Niwei, ils se sont moqués de Hakuoro comme d'un chef lâche, trop effrayé pour les défier, quelqu'un qui a même organisé un banquet pour leurs ambassadeurs. Mais Niwei a tout de suite vu le plan de Hakuoro. Il a réalisé que Hakuoro ne les considérait que comme une troupe de spectacle et il n'avait pas besoin d'un tel homme. Il a ordonné à ses troupes de se préparer à la bataille. Cette nuit-là, l'armée de Shikereshim a lancé la première offensive. Kuru est revenu à la hâte pour faire son rapport. La forteresse d'Apak a été attaquée et est tombée. Un conseil de guerre a été rapidement convoqué. Hakuoro a ordonné à l'armée frontalière de se tenir à Kinohan, et Shishimaru s'est rallié à la forteresse de Oro sous la direction de Benawi. Son ordre était simple, tenir pendant 3 jours pour donner à Hakuoro le temps de se préparer. Quant à Oboro, Hakuoro lui a confié une mission secrète. Dans l'après-midi, Hakuoro a donné quelques instructions aux marchands avant de partir. Ensuite, Eruru est venue le voir. Elle savait qu'il se préparait à la guerre et avait entendu dire que Hakuoro étudiait une sorte de drogue interdite. Elle lui a dit que sa grand-mère avait interdit la création de cette drogue, car elle pouvait apporter la tragédie. Cependant, Hakuoro lui a demandé de lui faire confiance et d'attendre que son plan se déroule. Le lendemain, l'armée de Shikereshim est arrivée dans l'un des châteaux, mais les troupes de Hakuoro-s étaient retirées il y a longtemps. À Oro, Benawi a ordonné à ses hommes de rassembler des flèches, des lances et de grandes pierres pour renforcer les remparts. Peu de temps après, Hakuoro a commencé à marcher sur le champ de bataille, emmenant cette fois Aruru avec lui. Cette nuit-là, l'armée de Shikereshim est arrivée et a encerclé la forteresse de Benawi. Ils ont commencé l'assaut, mais Benawi a ordonné à ses hommes de tirer des volées de flèches et de lancer de lourdes pierres, empêchant tout soldat ennemi de grimper sur le mur. Quant à Oboro, sur ordre de Hakuoro, il s'est infiltré dans le camp ennemi et a placé quelque chose dans leur réserve de nourriture. Hakuoro observait de loin, et à ce moment-là, il a remarqué qu'Eruru l'avait suivi. Elle a dit qu'elle avait un mauvais pressentiment et lui a demandé directement ses véritables intentions. Il a expliqué que les humains avaient besoin de nourriture et d'eau pour survivre, et sans eux, ils ne pourraient pas vivre. Ce qui était interdit était de la dynamite. Dès qu'il eut fini de parler, les réserves de nourriture de l'ennemi explosèrent.
C était la réponse à la question d'Haruru sur ce qui était interdit. Hakuoro avait utilisé une substance secrète, combinée à une autre substance, pour créer une puissance destructrice terrifiante. Une énorme boule de feu jaillit du hangar. Une tactique brutale mais efficace. Hakuoro a admis qu'il ne voulait pas que les deux sœurs soient témoins d'un tel spectacle, mais les circonstances ne le permettaient pas. Alors que l'ennemi tentait de sauver ce qui pouvait l'être, les forces de Hakuoro ont lancé une embuscade et remporté une victoire totale. Cependant, ce que Hakuoro n'avait pas anticipé, c'est que Niwei apparaîtrait sur le champ de bataille. Niwei a complètement dominé Hakuoro, mais la flamme féroce a interrompu leur combat. Niwei a dit que ce N était qu'un au revoir et qu'il se reverrait, puis s'est retiré. Pendant ce temps, l'unité de Benawi s'est également retirée après avoir reçu le signal. Par une journée orageuse, Oboro et Kuru ont été envoyés sur la côte pour enquêter sur un rapport de naufrage. Cependant, en arrivant sur place, ils ont trouvé d'innombrables soldats morts, et au centre d'entre eux, une femme aux mains ensanglantées. Elle s'est rapidement évanouie, et les deux hommes l'ont ramenée. Hakuoro savait que le navire naufragé était Natonku, venant d'une région du sud du même nom. Selon Benawi, C était un navire négrier, et la femme qu'ils ont sauvée était l'une de ses prisonnières. Oboro l'a gardée captive, estimant qu'il était inhabituel qu'une seule personne puisse tuer à elle seule une petite unité. Cependant, la femme S était enfuie depuis longtemps et apparut devant Hakuoro. Elle se présenta comme Karulao, et au lieu de la traiter comme une ennemie comme Oboro et Kuru, Hakuoro l'invita à rester, et demanda à Eruru de soigner ses blessures, disant qu'il déciderait de ce qu'il fallait faire d'elle plus tard. Après la réunion, Benawi demanda si Hakuoro avait l'intention de garder Karulao. Il craignait que Natonku ne l'utilise comme couverture pour attaquer. Mais Hakuoro se souciait davantage de Shikereshim à ce moment-là. Peu de temps après, Eruru et Oboro se disputèrent à nouveau. Elle voulait accorder à Karulao la liberté, tandis qu'il la soupçonnait d'être une espionne. Après avoir entendu leur dispute, Hakuoro accepta de libérer Karulao, mais seulement dans l'enceinte de la ville. Benawi et Oboro pensèrent qu'il était trop indulgent avec Eruru. Ensuite, Karulao rencontra Haruru, qui était curieuse de son bracelet. Au lieu de révéler qu'il s'agissait d'un bracelet d'esclave, Karulao dit que ce N était qu'une parure. Elle fabriquait même une couronne de fleurs pour Haruru, ce qui rendit la petite fille très heureuse. Eruru proposa de préparer un lit pour Karulao, mais elle refusa, disant qu'elle était habituée à dormir dans les bains de vapeur. Sa seule requête était de l'alcool, qu'elle buvait en grande quantité. Dans les jours suivants, Karulao se promenait souvent dans la ville. Pendant ce temps, Kuru s'ennuyait car les soldats N n'étaient pas assez forts pour être son adversaire. En voyant Karulao, il la défia, mais elle l'ignora. Pendant ce temps, à l'intérieur du manoir, Ulturi vint voir Hakuoro et demanda à devenir son Yamoro. À ce moment-là, Eruru a également amené Karulao à la réunion. Et en se voyant, Karulao et Ulturi réagirent comme s'ils étaient de vieilles connaissances. Les deux s'assirent ensuite et burent de l'alcool ensemble. Hakuoro discuta avec tout le monde de la question de savoir si Karulao devrait rejoindre l'armée. Il pensait que puisque Shikereshim les ciblait, ils devaient renforcer leurs forces. Omoro résoudrait le différend diplomatique et extérieur d'Oboro, et tout le monde serait d'accord pour accepter Karulao. Elle est ensuite apparue et s'est portée volontaire, suggérant que s'il voulait tester sa force, il pouvait se battre contre elle. Oboro et Kuru étaient impatients de s'enrôler volontairement, mais Benawi a dit qu'il prendrait ce combat. Les deux sont sortis pour s'affronter, et une fois la bataille commencée, Karulao a fait preuve d'une force écrasante car sa vitesse et sa force étaient supérieures. Cependant, aucune de ses épées ne pouvait supporter sa force, et se brisait à chaque fois qu'elle heurtait les armes de Benawi avec la troisième épée. La bataille a été arrêtée. Peu de temps après, un marchand est arrivé avec une arme monstrueuse que Karulao avait commandée. Elle était extrêmement lourde, et seule elle pouvait la soulever. Elle l'a brandie une fois, et a brisé un rocher massif. Après cela, plus personne n'a eu à se plaindre d'elle. Au même moment, Ulturi est revenue après avoir visité d'autres chefs. Elle a rapporté que ceux-ci étaient prêts à participer à la cérémonie de signature d'un pacte d'alliance à long terme. Pour se prémunir contre Niwei, ils avaient besoin de l'aide des nations environnantes. Avec leur aide, Shikereshim n'oserait faire aucun mouvement téméraire pendant ce temps, leur donnant plus de temps pour se préparer. Peu de temps après, les chefs sont tous arrivés. Ulturi a prêté serment devant tout le monde, puis ils se sont avancés tour à tour pour signer le pacte. À ce moment-là, une agitation a éclaté à l'extérieur. C était le jeune Teoro qui est arrivé en courant. Il a dit que leur village avait été attaqué et que l'ennemi avançait sur la ville. Hakuoro soupçonnait Shikereshim, mais n'en était pas sûr. Hakuoro a immédiatement ordonné à tout le monde de se préparer. Il s'est renseigné sur les villageois, et Teoro a dit qu'ils avaient été évacués, le pressant de se dépêcher. Tout le monde s'est ensuite mis en route pour le combat, tandis que le jeune Teoro entrait pour se reposer, épuisé. À l'extérieur, Hakuoro a entendu de grands bruits. Il a ordonné d'ouvrir le portail, permettant à l'ennemi d'entrer. Alors qu'ils avançaient, des pieux cachés sous terre ont émergé, faisant trébucher les guerriers et les faisant tomber vers l'avant. Les deux sœurs d'Oboro ont commandé aux archers de les abattre un par un. Pendant ce temps, à l'intérieur, le sang commença à couler du corps de Teoro. Il ne lui restait apparemment plus beaucoup de temps.
À ce moment-là, sa femme et les villageois vinrent pour l'emmener. Les voyant, il eut un sourire faible et pitoyable, et confia tout à Hakuoro. À l'extérieur, Hakuoro fut horrifié de voir les ennemis se précipiter vers l'avant comme des fous, jetant leur vie sans hésitation. Quand il ne resta plus que le dernier guerrier, il eut un sourire faible et dit que tout fort n'était pas encore fini. Leur meurtre n'avait pas de but, juste pour le plaisir. Ce soir-là, tout le monde se rassembla autour du cadavre de Teoro. Haruru, ignorant sa mort, essayait toujours de le réveiller. Ensuite, Kiro revint après avoir espionné le village et rapporta que tout le village d'Eroru avait été dévasté. Eroru et Haruru ne pouvaient pas l'accepter. La sœur cadette aux joues pleines, incapable de faire face à la réalité, dut administrer un sédatif à Eroru. Hakuoro fit de même avec Eroru pour l'aider à se reposer. Ensuite, il rassembla tout le monde pour une réunion. D'après leurs vêtements, Benawi identifia les attaquants comme des guerriers de Kuka. Oboro voulut contre-attaquer immédiatement. Mais Hakuoro lui dit de se calmer. Il n'y avait pas assez de preuves, et il devait enquêter davantage. Cette nuit-là, alors qu'il réfléchissait profondément, Karulao vint l'inviter à boire. Hakuoro ne pouvait toujours pas comprendre pourquoi ces guerriers ne battaient jamais en retraite et se précipitaient simplement vers la mort. Karulao expliqua doucement qu'ils étaient déjà morts. Ils avaient accepté la mort dès le début, ils n'avaient donc rien à craindre. Ce que Hakuoro devrait se demander, dit-elle, c'est ce qu'il a fait pour qu'il soit prêt à mourir pour le tuer. Bien sûr, il n'avait pas de réponse, car il avait perdu toute sa mémoire. Il ne savait même pas qui il était vraiment. Le lendemain, Ulturi rapporta que l'attaque de la nuit précédente avait effrayé les seigneurs, les amenant à se retirer de l'Alliance. Hakuoro soupçonnait que tout avait été orchestré depuis le début. Ensuite, un message de Hakuoro est arrivé à Kuka. Ils ont tous été exterminés, ne laissant qu'un seul survivant pour transmettre le message avant de mourir. Cet événement a poussé Hakuoro à bout, et il a ordonné à son armée de se préparer. La campagne a commencé peu de temps après, avec toute l'armée mobilisée. Cependant, lors de la marche, ils ont été pris en embuscade et encerclés par les forces de Kuka de toutes parts. Benawi a immédiatement ordonné à une unité de défense de se tenir prête. Cependant, d'après les paroles du commandant ennemi, Hakuoro a senti que quelque chose n'allait pas. Il l'appelait un démon et un traître. Une bataille féroce a éclaté entre les deux camps. Mais avec l'apparition de Karulao et de sa redoutable épée, les guerriers Kuka ont hésité. L'un de leurs généraux, Tuka, a reconnu la puissance écrasante de Karulao et a ordonné la retraite. Même après leur retraite, Hakuoro ne pouvait pas dissiper ses doutes quant à savoir si leurs paroles étaient vraies ou non. De retour, tout le monde a conseillé à Hakuoro de réfléchir. Tout le monde sauf lui avait ses propres soucis pendant qu'il sombrait dans un rêve, des ombres l'entouraient, et ce général est réapparu, l'appelant un démon, un frère traître. Au moment où l'homme a brandi son arme vers lui, Hakuoro s'est réveillé. Eroru était à ses côtés pour s'occuper de lui. Bien qu'il soit toujours incertain de sa véritable identité, elle l'a rassuré que tout irait bien, car il était maintenant le chef de tous. Pendant ce temps, Oboro, toujours animé par le désir de venger le village d'Haruru, a secrètement mené ses troupes pour suivre l'armée de Kuka. Ils ont bientôt rencontré Tuka. Comme il n'y avait qu'un seul ennemi, Oboro a dit qu'il s'en occuperait lui-même. Cependant, l'adversaire était trop fort et l'a complètement dominé. Tuka n'a pas terminé le combat. Au lieu de cela, elle a dit quelque chose sur le fait d'être du côté de la justice et que les suivants du démon Hakuoro ne pourraient jamais l'atteindre avant de partir. De retour, blessé et souffrant, Oboro a été moqué par Kuru. Cependant, Kuru a également signalé qu'il avait trouvé le camp ennemi. Mais quand ils sont arrivés, l'ennemi S était retiré. Benawi a expliqué que l'armée Kuka était excellente en mobilité, utilisant des tactiques rapides et décisives. Le deuxième point d'intérêt est Tuka. Elle appartient au peuple Even, une minorité ethnique des plaines centrales réputée pour ses maîtres d'or, épées légendaires, qui sacrifieraient leur vie pour défendre ce qu'ils croient être juste. Cela semble lié au souvenir perdu de Hakuoro. Avec Tuka dans les rangs de l'ennemi, la victoire sera difficile. Quand Haruru apporta le thé, tout le monde s'assit un moment, avant de retourner au conseil de guerre. Kuka est une vaste région de taïga, mais une gorge divise le territoire en deux. Le traverser prendrait beaucoup de temps. Selon les renseignements, l'ennemi disparaît toujours près de cet endroit, ce qui suggère qu'il pourrait y avoir un pont caché. Pendant que tout le monde cherchait, Haruru montra son emplacement. Il s'avéra qu'elle et Kamyu avaient secrètement suivi l'ennemi. Cela inquiéta tout le monde, mais Haruru s'excusa et offrit une gerbe de fleurs à Hakuoro, donc personne ne lui en voulut. Une fois l'emplacement du pont confirmé, ils commencèrent leur marche le lendemain. Ils le trouvèrent rapidement grâce à Haruru et au tigre. Cependant, Tuka s'y attendait et avait préparé une embuscade. Avant le début de la bataille, elle déclara que quiconque servait le démon était une bête, ce qui mit Oboro et Kuru en colère. Ils se précipitèrent et exterminèrent les soldats de Kuka jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Tuka. Hakuoro s'avança et demanda pourquoi elle l'appelait un démon, mais elle éluda la question, disant simplement qu'il avait pris d'innombrables vies et que ses crimes étaient impardonnables. Alors qu'elle se précipitait, Karulao sortit pour l'affronter. Armé de sa grande épée, Karulao repoussa facilement Tuka au milieu du pont, puis lança une puissante attaque qui le détruisit. Une fois la bataille terminée, tout le monde rentra.
Cependant, cette nuit-là, Hakuoro était toujours hanté par les paroles de Tuka. Eruru vint à lui. Ils burent ensemble et parlèrent. Hakuoro craignait d'Uni être vraiment le meurtrier qui avait tué sa femme et son enfant. Qu'il ait dit que ce que Tuka avait dit était la vérité. Mais Eruru l'a rassuré en lui disant qu'elle croyait en son innocence et qu'elle serait toujours de son côté. Pendant ce temps, le peuple commençait à se sentir inquiet, pensant que puisque Tuka et les guerriers Kuka se battaient pour la justice, Hakuoro était peut-être vraiment un démon. Il a continué à gérer les affaires politiques et à écouter les rapports militaires de Benawi. Alors qu'Eruru s'inquiétait de plus en plus de le voir boire de plus en plus chaque jour, il avait peur. Peur de lui-même, peur de sa vraie nature. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable, mais une douce étreinte par derrière d'Eruru a apaisé sa peur. Elle lui a dit qu'elle lui ferait toujours confiance, que qui qu'il soit, il serait toujours Hakuoro. Le lendemain, Hakuoro a mis de côté son travail pour passer du temps avec Eruru et Haruru. Il lui a demandé pourquoi elle le soutenait toujours autant, et elle a répondu que était parce qu'ils étaient une famille. À ce moment-là, le tigre et Haruru ont joyeusement sauté sur Hakuoro, et il a ri avec eux. Voyant son sourire éclatant, Eruru s'est finalement senti soulagé. Mais le calme n'a pas duré longtemps. La nouvelle est arrivée que l'armée Kuka se préparait à attaquer. Hakuoro est immédiatement retourné au commandement et a ordonné à tout le monde de se préparer. Ce serait la bataille finale. Cependant, il n'a pas rassemblé toute l'armée sur le champ de bataille. Il a ordonné à Haruru et au tigre de rester pour garder le fort pendant que les autres marchaient avec lui. Peu de temps après, les deux camps se sont rencontrés sur le champ de bataille. Sans hésitation, Hakuoro a fait signe d'attaquer et l'ennemi, sans peur, s'est également lancé. Les deux camps se sont rapidement heurtés. Tuka et le général se sont précipités dans les rangs de Hakuoro pour le chercher afin de se venger. Lorsqu'ils l'ont repéré, tous deux se sont élancés vers l'avant, mais Kuru a rapidement arrêté Tuka. Il attendait ce jour depuis longtemps. Pendant ce temps, le général a continué à foncer droit sur Hakuoro. Voyant cela, Hakuoro s'est retiré pour le laisser faire. Tuka a reconnu qu'il s'agissait d'un bébé et a tenté de le suivre, mais Karulao et Oboro l'ont bloqué. Était le plan de Benawi pour donner à Hakuoro et au général l'occasion de parler en privé. Acculé, Tuka a été forcé d'adopter une position défensive. Cependant, elle n'était pas du genre à abandonner facilement. Profitant d'une brève distraction d'Oboro, elle a soudainement accéléré et s'est échappée. Lorsque Karulao a attaqué, Tuka a rapidement sauté haut pour l'esquiver. Après cela, ils ont décidé de la laisser partir. Pendant ce temps, Hakuoro tentait de parler au général de son identité, mais l'homme a refusé d'écouter et a continué d'attaquer. Cela a forcé Hakuoro à le faire tomber de sa monture pour le contraindre à parler. Sachant que Hakuoro n'avait aucun souvenir, le général a ri et a dit que même s'il avait oublié, il ne pourrait jamais effacer sa culpabilité. Ses mains tachées de sang en étaient la preuve. Un homme qui a assassiné sa femme et ses enfants, que pourrait-il être d'autre qu'un meurtrier, dit-il. Hakuoro regarda ses mains alors que des souvenirs étranges commençaient à affluer dans son esprit. Une aura de flamme a ensuite enveloppé son corps, effrayant le général. Mais avant que Hakuoro ne puisse faire quoi que ce soit, le général a été abattu par Niwei. Le véritable coupable derrière tout cela était maintenant clair. Après avoir semé la graine de la vengeance dans le cœur de Hakuoro, Niwei est parti. Tuka est arrivé juste à temps pour assister à la scène, réalisant qu'elle avait été manipulée comme une marionnette du début à la fin. Après la bataille, tout le monde est rentré. Bien qu'une victoire technique, personne ne se sentait joyeux. Pendant ce temps, l'armée de Niwei avançait pour les attaquer. Au cours des batailles suivantes, les forces de Shikerishim ont attaqué et dévasté les villages de la province de Hakuoro, et c'est toujours Oboro qui a mené les troupes pour les intercepter. Benawi a rapporté que bien qu'ils aient gagné plusieurs petits affrontements, l'armée de Shikerishim avait maintenant campé à la frontière, et des dizaines de villages avaient été détruits. Furieux, Oboro a déclaré avec acharnement qu'il devrait envahir Shikerishim pour venger les villages dévastés et les innombrables vies innocentes perdues. Il croit que c'est la seule façon de rendre un coupable 100 fois plus maléfique. Cependant, Hakuoro est resté calme et prudent, prenant une décision complètement opposée qui consistait à se concentrer uniquement sur la défense, renforçant les patrouilles frontalières. Cela a provoqué une vive opposition d'Oboro, qui ne pouvait pas comprendre pourquoi Hakuoro choisirait une voie apparemment si lâche. Mais la décision de Hakuoro était finale et immuable. À ce moment-là, Ulturi l'interrompit, emmenant Tuka avec elle. Tuka était préparée à être punie, croyant que sa mort pourrait expier les erreurs qu'elle avait involontairement commises, même si Tuten était qu'un malheureux malentendu. Cependant, Hakuoro lui a proposé une autre façon d'expier. Au lieu de lui ôter la vie, il lui rendit un objet de grande valeur, et lui confia la tâche de ramener le corps de feu le roi Orikakan, qu'elle servait autrefois, dans son pays d'origine. Hakuoro expliqua que le roi Orikakan n'était pas un ennemi, mais seulement une pauvre victime trompée par un maître maléfique, le véritable auteur de tout mal. La compassion de Hakuoro a profondément ému Tuka, lui donnant le sentiment qu'elle lui devait une énorme dette de gratitude. Mais au moment où leur conversation prenait fin, un message urgent est arrivé. L'armée Shikerishim avait une fois de plus franchi la frontière pour poursuivre son invasion. Hakuoro et ses commandants, y compris Oboro et Kuru, se sont immédiatement mis en route pour combattre, laissant Tuka derrière pour accomplir sa mission.
Sur la ligne de front, les arrogantes troupes Shikere'shim avançaient vers un village qu'elles prévoyaient de réduire en cendres. Ils ne savaient pas qu'ils se dirigeaient droit vers un piège. L'armée Tsukuru, sous le commandement d'Oboro, a tendu une embuscade et a lancé une attaque coordonnée avec les unités bleues et rouges tirant des volées de flèches simultanément, créant une pluie mortelle. Peu après avoir repoussé cette attaque, un autre rapport est arrivé, cette fois de la frontière ouest. Shikere'shim lance une offensive d'envergure. Sur le front ouest, les forces de Tsukuru sont une fois de plus surpassées en nombre. Mais elles sont témoins de la puissance terrifiante d'un guerrier solitaire, Karulao, qui a semé à lui seul la panique parmi les troupes Shikere'shim et les a contraintes à la retraite. Au quartier général de l'ennemi, le véritable maître d'eux, œuvre, Niwei, rencontre un commandant samouraï de Kuka qui souhaite rejoindre ses rangs. Au lieu de l'accueillir, Niwei ordonne de conduire l'homme dans un lieu secret où un scientifique mène des expériences macabres, récoltant des matériaux sur des prisonniers. Niwei perd de plus en plus patience et montre un intérêt particulier pour Hakuoro, semblant attendre de voir la véritable forme de Hakuoro. La guerre, éternise. Les offensives de Shikere'shim s'intensifient et le conflit se transforme en une guerre d'usure calculée. Hakuoro comprend la stratégie de l'ennemi, les escarmouches répétées visant à saper la force physique et mentale de Tsukuru, les poussant à une offensive désespérée à grande échelle. Une fois de plus, Oboro réclame une contre-attaque, mais Hakuoro refuse catégoriquement, expliquant qu'avec une force ennemie 10 fois supérieure, un affrontement direct serait un suicide. Il révèle qu'il n'y a qu'une seule façon de gagner, un plan secret qu'il ne peut révéler de peur que l'ennemi ne le sache, et demande à tous de lui faire confiance. Après le conseil, Hakuoro confie à Eruru le fardeau et les doutes qui pèsent sur lui. Il veut seulement protéger ceux qu'il aime. Cependant, la guerre sans fin a plongé le pays dans un désastre encore plus grand. Il se sent perdu et ne sait où il va. Eruru remonte son moral par une foi inébranlable, promettant de lui faire confiance quoi qu'il arrive. Ses paroles sont devenues une immense source de force mentale pour Hakuoro. Sur le champ de bataille, les stratégies intelligentes de Hakuoro continuent de porter leurs fruits. Ils attirent l'ennemi dans les pièges qu'ils ont préparés, causant des pertes dévastatrices. Cependant, chaque victoire semble incomplète. Bien qu'ils gagnent les batailles, ils perdent la guerre. Épuisement et l'usure sont clairement visibles sur le visage de chaque soldat. Niwei, en revanche, est ravi, pensant que Hakuoro se jette dans un mur et ordonne une offensive incessante pour les écraser. L'horreur de la guerre est manifeste dans les rangs de l'armée Tsukuru. Épuisement, les pertes augmentent, les médicaments manquent. Même Haruru s'effondre d'ouche, épuisement. Enfin, le moment décisif est arrivé. Niwei ordonne une offensive totale sur un seul commandement, brûler tout et tuer tout le monde. Face à cela, Hakuoro révèle son plan, un pari audacieux, une expédition pour entraîner toute l'armée Shikere'shim dans le territoire Tsukuru, le rendant complètement stérile, puis envoyer une force d'Ok, élite Tsukuru attaquer le château Shikere'shim et tuer Niwei. Une erreur de calcul s'est produite lorsque les unités ennemies ont avancé à des vitesses inégales, perturbant le plan initial. Mais Hakuoro s'est adapté immédiatement. Il a envoyé Benawi et des guerriers par l'ouest pour couper les lignes de ravitaillement ennemies, tandis que lui, Oboro, Kuru et Karulao faisaient face aux forces qui traversaient la frontière. Il a même mobilisé les blessés encore capables de se déplacer pour la bataille. La bataille a été féroce, et Hakuoro lui-même a été blessé pendant la bataille. Mais au moment où il était en danger, Tumarika est apparue soudainement. Elle est revenue pour rembourser sa dette à Hakuoro. Selon la coutume de la bénédiction des Vannes, la vengeance est rendue avec honneur. Son apparition a marqué un tournant dans la bataille, elle a dénoncé Niwei comme un imposteur qui avait manipulé le roi Orikakan, ébranlant le moral d'une partie de l'armée ennemie. Au milieu du chaos de la bataille, un drame personnel s'est déroulé alors qu'Eruru tentait de sauver une mère et son enfant en train de mourir. Mais la femme n'a pas survécu, laissant un douloureux rappel du prix terrible de la guerre. Après la bataille, les forces Shikere'shim se sont temporairement retirées, mais Tsukuru a subi de lourdes pertes. La moitié des unités d'Oboro ont été anéanties et de nombreux villages sont en ruine. Sachant que l'ennemi reviendrait bientôt avec toute sa force, Hakuoro s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'autre choix que de mettre en œuvre son plan initial jusqu'au bout. Il a décidé de diriger personnellement une force d'assaut d'eau, Élite, Karulao et Tuka, ses deux guerrières les plus fortes, dans une campagne vers le château de l'ennemi. Pendant ce temps, Benawi, Oboro et Kuru sont restés pour commander la ligne de défense principale. Ce sera une course contre la montre, le dernier bastion. Le sort de toute une nation dépend de la capacité de Hakuoro à tuer Niwei avant que tout le monde ne soit anéanti. Après que les défunts ont été enterrés, Hakuoro et sa petite mais déterminée force sont partis pour accomplir une mission presque suicidaire afin de mettre fin à ce cauchemar sanglant. En route, Benawi et ses compagnons sont arrivés à la frontière de la nation. Mais un épais brouillard couvrait le sol, rendant impossible la localisation de l'ennemi. Cependant, Haruru, avec ses sens aiguisés, a senti leur présence et a averti qu'ils étaient très proches. Alors que le brouillard se dissipait lentement, un spectacle extraordinaire s'est présenté. Une armée colossale de Shikere'shim, au moins 50 000 hommes, étendant jusqu'à l'horizon et faisant face aux forces de Benawi. Ayant la responsabilité de maintenir la défense et d'attirer l'attention de l'ennemi, Benawi comprenait très bien ce qui était en jeu. Sa mission est de tenir bon quoi qu'il arrive.
de tenir bon et de ne jamais charger imprudemment. Car agir ainsi équivaudrait à une destruction immédiate. Pendant ce temps, au plus profond du territoire de Shikireshim, Hakuoro, accompagné d'Aruru, Karulao et Tuka, a commencé son infiltration dans le château de l'ennemi. Avec Tuka en tête, elle a rapidement et silencieusement neutralisé les gardes, ouvrant la voie à elle, équipe. Peu de temps après, Karulao s'est jointe au combat, faisant preuve de sa puissance écrasante. Alors qu'il pénétrait plus profondément à l'intérieur, un trio d'ennemis est apparu. Les trois se prétendaient frères, déclarant qu'ils allaient couper la tête de Hakuoro et commencer un festin de destruction. Karulao a choisi de rester pour affronter les trois seuls, exhortant Hakuoro et les autres à continuer, jurant de s'occuper elle-même de ces insectes, ne laissant à Hakuoro qu'une excuse pour lui avoir confié cette tâche. Cependant, il semble que deux des trois frères aient décidé de poursuivre le groupe de Hakuoro, ne laissant qu'Amuro pour combattre Karulao. Mais elle les a rapidement arrêtés, refusant de laisser passer qui que ce soit. Ils se vantent que leur vraie force ne se révèle que lorsqu'ils combattent tous les trois. Cependant, même face à Karulao, ils restent avec une confiance arrogante. Face à deux d'entre eux à la fois, Karulao fait preuve d'un calme et d'une détermination stupéfiants. Lorsqu'ils l'ont averti qu'elle ne pouvait pas gagner en courant, elle a transformé leurs paroles en une feinte de fuite. Elle a choisi un adversaire distrait, puis a lancé une attaque impitoyable de toute sa force, concentrée sur un seul objectif, le tuant instantanément. Les deux restants, stupéfaits par sa puissance, n'ont pu que l'appeler un monstre avant d'être engloutis par la fureur de Karulao. Pendant ce temps, Hakuoro et Eruru sont finalement arrivés dans la salle du trône. Mais ce qui les attendait là, n'était pas une bataille ordinaire. Niwei, le marionnettiste derrière tout cela, est apparu avec un sourire narquois et a libéré ses animaux de compagnie, les plus grands guerriers des nations qu'il avait conquises, désormais transformés en monstres sans âme, uniquement motivés par la soif de sang et l'obéissance. Niwei a expliqué qu'il avait simplement réveillé la bête intérieure qui sommeillait en eux. Cependant, aucun d'entre eux n'a pu vraiment le satisfaire. Il a estimé qu'il était que des outils pour réveiller la vraie bête. Celui auquel il faisait référence, était autre que Hakuoro. À ce moment-là, Karulao, ayant fini de régler son compte avec son propre adversaire, est arrivé juste à temps. Elle et les autres se sont jetés dans la bataille contre la horde de monstres, formant un mur d'acier pour protéger Hakuoro. Karulao a rugi que si les coudées, épées n'étaient pas efficaces, il devrait les déchirer. Elle a incité Hakuoro à avancer et à achever Niwei une fois pour toutes. Eruru, remplie d'une détermination ardente, a déclaré qu'elle accompagnerait Hakuoro. Elle voulait être témoin du chemin qu'il choisirait de ses propres yeux. N'ayant pas d'autre choix, Hakuoro a affronté Niwei directement. Le démon l'attendait avec une joie malsaine. Niwei s'est moqué de Hakuoro, le qualifiant de son animal de compagnie bien-aimé. Et quand Hakuoro lui a offert une chance de se rendre en échange de sa vie, Niwei a éclaté d'un rire dément. Pour lui, la guerre était comme une grande chasse. Il fallait préparer ses pièges avec soin, attendre son repas. Et finalement, il n'y avait que deux choix. Manger ou être mangé. Ensuite, pour accroître l'excitation de son complot démoniaque et maléfique, Niwei a commis un acte incroyablement démoniaque et cruel. Il a ordonné l'incendie criminel de sa propre nation, transformant la capitale de Shikireshim en un brasier. Hakuoro et Eruru n'ont pu que regarder avec horreur la ville se transformer en un brasier. Leurs oreilles ont été assourdies par les cris des innocents brûlés vifs. Dans sa folie, Niwei a déclaré que tout le monde croirait que était Hakuoro qui avait fait cela, qu'il était le monstre qui avait réduit d'innombrables innocents en cendres. Cela a mis Hakuoro dans une rage folle. Il a rugi qu'il ne pardonnerait jamais à Niwei. Mais Niwei n'a fait que s'enfoncer plus profondément dans la joie et le triomphe de la rage et de la vengeance de Hakuoro. Il a ensuite révélé une vérité encore plus sombre. Tous ces produits, où la capitale est en feu, toutes les morts de la guerre étaient des sacrifices pour nourrir la bête à l'intérieur de Hakuoro. Il a accusé Hakuoro d'être le porteur du malheur, disant que si Hakuoro voulait maudire quelqu'un, il devrait se maudire lui-même. Poussé au bord du gouffre par la cruauté et les accusations de Niwei, la rage intérieure de Hakuoro a finalement explosé. Un pouvoir primordial, immense et terrifiant s'est éveillé en lui, le transformant en quelque chose de complètement différent. Une bête, exactement comme Niwei l'avait souhaité. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, son corps était enveloppé d'un flux d'énergie débridée. Eruru n'a pu que reculer d'horreur tandis que Niwei riait de joie, hurlant qu'il attendait ce moment depuis longtemps. Hakuoro a rugi qu'il anéantirait Niwei, et tous deux se sont engagés dans un combat final sur le toit du château en feu. Elle, épée de Niwei, a tournoyé dans une folie déchaînée, son excitation atteignant son paroxysme alors qu'il appelait Hakuoro son dernier moinillon, savourant la sensation de la chair brûlée par le feu. Mais Hakuoro, stimulé par la douleur et la vengeance de milliers de vies détruites par la folie de Niwei, a libéré une force céleste. Il a rugi, demandant s'il était enfin satisfait, si sec, était vraiment la fin qu'il recherchait après avoir sacrifié tant de choses. Avec une dernière attaque dévastatrice, Hakuoro a complètement maîtrisé et tué Niwei. Dans les derniers instants, Niwei sembla presque satisfait, reconnaissant que son jugement était correct, que Hakuoro était bien la bête suprême. Il invita Hakuoro à manger de la chair, accomplissant ainsi la loi de la survie en laquelle il croyait avec ferveur. Manger ou être mangé.
Et ensuite, Hakuoro se transforma complètement en une créature démoniaque, déchiquetant Niwei en 1000 morceaux. Quand il se réveilla enfin et reprit forme humaine, tout était terminé. Sous le château, Karulao et Tuka avaient fini de nettoyer les derniers monstres. Ils ne purent que contempler la dévastation apocalyptique laissée par le combat. Pendant ce temps, à la frontière, Benawi et son armée regardèrent le château s'effondrer dans une mer de flammes. Ils savaient que leur commandant avait remporté la victoire, mais à un prix inestimable. Le festin de sang était terminé, mais les cicatrices qu'il laisserait ne s'effaceraient jamais. Il n'y avait pas eu un mois depuis la fin de la bataille contre Shikireshim. Les efforts de reconstruction progressent rapidement, et les champs autrefois dévastés par la guerre se transforment miraculeusement sous leurs yeux, témoignage de l'esprit humain de survie indomptable. Lors d'une tournée d'inspection, Hakuoro était accompagné de ses compagnons, et les habitants du village, en particulier les enfants, l'ont reconnu et l'ont accueilli avec joie. Ils ont même promis qu'un jour ils seraient assez forts pour se battre à ses côtés. Cependant, Eruru leur dit doucement qu'en grandissant, il n'y aurait plus de guerre. Ils n'auraient donc pas à se battre. Hakuoro acquiesça, les exhortant plutôt à aider leurs parents, afin que la vie puisse bientôt revenir à la normale. Ensuite, lors d'une réunion du conseil, les questions d'après-guerre ont été discutées. Pour Kuka, Tsukuru enverra un délégué pour aider à la reconstruction de leur gouvernement, une décision dont Tuka, le représentant de Kuka, fut reconnaissant de l'acceptation. Cependant, la situation à Shikireshim était beaucoup plus compliquée, car leur capitale avait été complètement incendiée et il ne restait qu'environ 10% de la population, rendant la reconstruction extrêmement difficile. Bien que le plan initial soit d'annexer le territoire de Tsukuru, Hakuoro a décidé d'abandonner l'ancienne capitale, estimant que les survivants devraient déménager dans une nouvelle terre, loin de la mauvaise influence de Niwei. Malgré tout, le poids de la guerre et le fardeau des décisions de vie ou de mort pesaient sur l'esprit de Hakuoro, le laissant épuisé. Voyant cela, Eruru proposa de lui masser les épaules. Dans ces moments de calme, les derniers mots de Niwei résonnaient dans son esprit, le traitant comme une bête qui apportait le désastre. Tant qu'il existerait, la guerre ne finirait jamais, et il imaginait ses mains tachées de sang. Pendant ce temps, la vie au château continuait à son propre rythme. Bien que Tuka ait reçu une pièce confortable, elle est restée extrêmement polie et a défendu Hakuoro avec insistance, même s'il refusait. Au même moment, Oboro et Kuru furent surpris par Eruru, alors qu'ils tentaient de voler des snacks à boire avec leur saké, allégeant l'atmosphère par leur rire. Peu après, l'attention de tous se porta sur le terrain, où Oboro livrait un combat d'entraînement contre Benawi. Oboro a montré une amélioration significative avec ses attaques rapides et puissantes. Mais Benawi, calme et stratégique comme toujours, esquivait facilement les coups, toujours un coup d'avance. Finalement, Benawi a habilement piégé Oboro et a remporté la victoire. Il a ensuite donné le précieux conseil de toujours planifier 2 ou 3 étapes à l'avance et de ne jamais sous-estimer son adversaire. Malgré sa défaite, les progrès d'Oboro ont été reconnus par Benawi. Et pour célébrer, tout le monde a organisé une fête en plein jour. Les rires et les voix joyeuses sont revenus, remplissant le cœur de Hakuoro et Eruru de chaleur. C'est la fin d'une partie. Au revoir. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.